C'est un monument, un mythe, un pilier de l'info capable de faire battre le cœur des régions françaises à la télé. Pendant 33 ans, il a présenté le journal de la mi-journée sur TF1 devant des millions de fidèles. Un passionné qui a mis en lumière ses artisans, ses marchés, ses petits producteurs, ceux qui étaient trop souvent, il faut le dire, dans l'ombre. Et comme l'amour des territoires coule vraiment dans ses veines, il n'a pas complètement raccroché les gants. Bien au contraire, puisqu'en plus de le retrouver dans une nouvelle émission de télé, il débarque en plus sur le web. Bonjour Jean-Pierre Pernaut. Bonjour, merci. Je vous en prie. Merci à vous. En votre hommage, vous voyez, sans prompteur. Ah ouais. On le fait à lecture. C'est vrai que c'est plus naturel. Ah bah oui, ce style que vous avez. Si, je l'ai utilisé une fois dans ma vie, sur une minute à la fin de mon dernier journal pour lire le texte que j'avais écrit. Celui-là, j'aurais pas pu le lire sans prompteur. Ça aurait été difficile. Le prompteur, ça tue l'émotion. Donc là, il fallait la tuer un petit peu. C'est vrai. Vous présentez Jean-Pierre et vous. C'est une nouvelle émission chaque samedi à 13h45. C'est sur LCI, le canal 26. On le rappelle à chaque fois de ces gens. Mais c'est où LCI? C'est la 26. Et le 17 décembre dernier, vous avez lancé la JPP TV sur le web, une nouvelle plateforme autour de l'actualité régionale. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, j'avais une question à vous poser. On est un mois après votre dernier 13h que vous avez porté pendant 33 ans sur TF1. Est-ce que là, aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a un petit manque que vous ressentez? Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que le deuil a été fait très rapidement? C'est pas un deuil, c'est une joie immense d'avoir passé le flambeau à Marie-Sophie. 33 ans, c'est fabuleux d'avoir vécu une aventure comme celle-là. Et mon retrait, mon arrêt du 13h, mon changement de rythme, ce que je souhaitais faire depuis le confinement, on en avait discuté avec ma femme. J'ai eu 6 mois pour m'y habituer. Donc c'est sûr que de temps en temps, je regarde le journal, j'aurais aimé lancer ce sujet-là, parce que les sujets sont toujours aussi beaux que le mois dernier. C'est la même équipe qui les fabrique. Donc c'est pas un manque, c'est une joie. Ça n'a pas été difficile, les jours qu'on suivi, etc. Alors j'avais peur du 4 janvier. Je rentrais de vacances et je dis attends, je vais regarder. C'est le jour où Marie-Sophie Lacaro a démarré. Marie-Sophie sera toute seule à l'antenne. Comment je vais être? Eh bien, j'étais vachement heureux. J'étais content d'être à la maison tranquillement et de regarder le journal. Et puis d'entendre un journal que je connais, parce que c'est, je vous dis, la même équipe qui le fabrique. Donc, elle est solide, cette équipe. Vous vous levez évidemment plus tard que d'habitude. Ça s'est fait pareil, sans aucun problème. Je me suis levé pendant 33 ans à 6h du matin pour être au bureau à 7h30. J'habite en banlieue parisienne et après 3/4 d'heure de bouchon, j'arrive à 7h30 au bureau. Et là, maintenant, je dors. Je dors de temps en temps. Ce matin, je me suis levé tôt pour être avec vous. Je me lève à 8h, à 9h. Mais je bosse pas mal quand même. J'ai pas mal de boulot. C'est vrai. Et on va en parler évidemment dans quelques instants. On est en direct avec Jean-Pierre Pernaut. Nous sommes sur Figaro Live, sur tvmag.com et la page Facebook de TV Magazine. C'est la page où vous pouvez lui poser toutes vos questions. N'hésitez pas, êtes-vous inconsolable après son départ? Avez-vous regardé son nouveau rendez-vous sur LCI? Suivez-vous Marie-Sophie Lacaro, toujours aux 13h? Avez-vous lâché Netflix pour vous brancher sur JPP TV? N'hésitez pas. Vos questions, vos remarques, vos suggestions. Il répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez. Damien. Salut Nicolas, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. On démarre tout de suite avec les audiences d'hier soir. Quelle chaîne est arrivée en tête? TF1 a pulvérisé la concurrence. La première chaîne de France lançait la série événement Je te promets. Cette fiction portée par Hugo Becker et Camille Lou a rassemblé... On a entendu parler un petit peu. On n'en a pas entendu parler. Il y avait une belle communication autour de cette fiction. 5 millions de téléspectateurs en moyenne, 22% de part d'audience. M6 enfile la médaille d'argent grâce à L'amour est dans le pré. Karine Le Marchand diffusait les portraits des agriculteurs qui ponctueront la 16e saison de cette émission. Près de 3 millions de romantiques tout de même ont répondu présent, 12,8% de part d'audience. France 2 enfile une timide médaille de bronze avec la petite femelle portée par Lucie Lucas que nous recevions hier sur ce plateau. C'est assez mal payé pour cette fiction. Et on termine avec cette chaîne au pied du podium. Il s'agit de France 3 qui misait sur le documentaire L'homme qui aimait les ours en compagnie de 1,4 million de téléspectateurs, soit 6% de part d'audience. Alors on le voit aujourd'hui Jean-Pierre, la fiction, vous le voyez, c'est un carton à chaque fois, surtout la fiction française. Vous y avez parfois apparu dans votre propre rôle, mais là c'est plutôt le théâtre, évidemment, avec la pièce que vous avez coécrite à Matignon. Est-ce que vous avez d'autres projets de pièces? Est-ce que développer ce talent comme ça de comédien de temps en temps? J'ai écrit 2 pièces avec ma femme, qui étaient Piège à Matignon, la première, et Régime présidentiel, la deuxième. On a arrêté, la première a cartonné pendant 6 ans, c'était un vaudeville... un peu à la mode chansonnier où on se moquait de l'actualité. On avait commencé sur Nicolas autour de la Sarkozy. politique à chaque fois. Autour de la politique, qu'est-ce qu'on rigolait. On avait inventé en 2011 un ministre du budget qui avait un compte en Suisse et un premier ministre qui allait voir sa maîtresse en scooter avec un casque. Ça alors. Et c'est marrant, on avait écrit ça en 2011. Bon, ça a cartonné pendant 6 ans. Après, on a avec Philippe Risoli notamment, qui a été notre dernier comédien aux côtés de Nathalie, on a fait Régime présidentiel. Et puis avec Nathalie, on n'a pas eu le temps
d'écrire une troisième pièce. On va peut-être l'écrire, j'ai peut-être un peu plus de temps maintenant, mais c'est un monde que j'adore, le monde du théâtre. J'ai découvert ça dans les coulisses. Je sais pas, j'adore les comédiens, j'adore cette ambiance, j'adore ce contact avec le public que j'ai jamais eu en télé, sauf dans des émissions extérieures quand on fait des spéciales dehors. Mais le contact avec le public, c'est magique pour les comédiens et je comprends leur passion pour le théâtre et leur envie de remonter sur scène. La frustration actuelle, que le théâtre soit fermé, c'est totalement incompréhensible. Vous pensez qu'on pourrait rouvrir comme c'est le cas en Espagne, en Suisse, avec des jauges et des trucs ou... Ah bah oui, il y a beaucoup en plus, il suffit d'être assis en mettant des masques et en faisant attention, il n'y aurait aucun problème pour reprendre les théâtres. Je ne sais pas pourquoi ils sont fermés. Bon, il faudra demander à Roselyne Bachelot, qu'elle a des réponses. Parce qu'il fallait fermer quelque chose. Il y a des choses qui sont fermées. Comme les cinémas d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais bon, il faut bien fermer des choses et puis en laisser ouvrir d'autres. Ça s'est fait un peu au petit bonheur à la chance. Malheureusement pour le monde du spectacle qui souffre énormément, comme les restaurateurs. J'ai toujours pas entendu un cas de Covid dans un restaurant. Je ne sais pas pourquoi ils sont fermés. Eux non plus, c'est vrai. On continue ces infos médias, Damien, avec malheureusement le décès d'un comédien qu'on adorait tous, qui a bercé notre jeunesse. Exactement, il incarnait le célèbre Screech dans la série mythique Sauvé par le Gong, diffusée, souvenez-vous, dans les années 90 sur France 2. Dustin Diamond s'est éteint hier à l'âge de 44 ans des suites d'un cancer du poumon. C'est le site américain TMZ qui a révélé l'info, malheureusement, précisant que son état de santé s'était considérablement dégradé au cours de la semaine dernière. À la mi-janvier, il ressentait des douleurs dans tout le corps et un état de fatigue générale, et le verdict des médecins était sans appel et implacable, cancer de stade 4. À l'époque, Dustin Diamond est admis à l'hôpital pour subir une chimiothérapie, mais malheureusement le traitement n'était pas suffisamment puissant pour vaincre la maladie. Outre la série Sauvé par le Gong, souvenez-vous, l'acteur s'était également illustré dans l'un des volets de la saga American Pie présente, baptisé, et on s'en souvient, les Sex Commandments. Que vous avez sans doute regardé. En septembre 2018, Jean-Pierre, vous avez révélé au public être atteint d'un cancer et évidemment vous moins grave que celui du poumon. Effectivement, et moins tard qu'un stade 4 malheureusement pour cet acteur. Aujourd'hui vous en êtes guéri psychologiquement. Quelle épreuve ça a été? C'était juste 2 ans. Est-ce que ça a aussi compté dans votre décision d'arrêter? Je pense que ça a compté. Il n'y a pas eu que ça. Je raconte dans mon livre qui sort la semaine prochaine, qui s'appelle 33 ans avec vous chez Michel Lafon. J'en profite. Et on va en parler, bien sûr. Je raconte un petit peu ces années galères. J'ai eu quelques années de galères, c'est vrai, où on se dit tiens, j'ai bientôt 71 ans. Donc voilà, j'ai eu un cancer, j'ai eu quelques petits problèmes cardiaques et autres. Et un cancer de la prostate, c'est le premier cancer en France. Ça m'a permis d'en parler pour que les hommes fassent un peu attention, parce qu'il y a encore 7 ou 8 000 morts tous les ans. Surtout des jeunes d'ailleurs qui ne font pas attention à ça. Donc de temps en temps, il faut aller voir un urologue, c'est pas drôle, mais il faut le faire. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir par hasard, grâce à mon médecin généraliste qui me dit « Oh, il y a une petite analyse là à voir ». Puis on l'a pris tôt, on l'a enlevé et tout va bien. Mais bon, on dit que c'est un cancer. Et on va reparler des cancers. Nathalie va en reparler bientôt dans Star à nu sur TF1. Absolument. Avec des émissions qui commencent la semaine prochaine avec les garçons, Nathalie et avec les filles la semaine d'après. Et vous la découvrez donc dénudée sur la scène du Lido. À la fin, oui. Ce sera à la fin. Il faudra tout regarder avant de voir Nathalie Marquet-Pernot, évidemment. C'est une belle émission. C'est une émission, j'y ai participé en tant que témoin l'an dernier. Et j'y croyais pas trop parler du cancer en prime time. Mais c'est fait avec un tel bonheur. Alexandra anime ça, Alexandra Sublet, avec talent. Chris, il est formidable. Les filles et les garçons qui participent au jeu pour apprendre une chorégraphie, tout en parlant de ces cancers masculins ou féminins. Je trouve ça formidable et ça a très bien marché l'an dernier. J'espère que ça va bien marcher cette année. Absolument. Et ça arrive vendredi, la première émission sur TF1. On termine CNews, Damien, avec l'adaptation de 2 grands classiques sur Netflix. Oui, la plateforme de vidéo à la demande, et je ne parle pas de la JPP TV, il s'agit bien de Netflix, a annoncé la semaine dernière qu'elle allait produire 2 nouvelles séries. La première, c'est Tomb Raider. Tomb Raider, alors c'est l'histoire de cette héroïne, Lara Croft, on la connaît tous, en tout cas secrètement peut-être, une aventurière intrépide qui porte un pistolet sur chaque flanc et qui aime s'inviter sur des terrains assez hostiles et un petit peu glauques, comme des cimetières ou bien des champs de ruines. Elle a été incarnée au cinéma par Angelina Jolie, puis par Alicia Vikander. Elle a ému des millions de fans de jeux vidéo à travers le monde et il ne lui manquait plus que Netflix pour compléter son palmarès. Et enfin, selon nos confrères du site Deadline.com, la plateforme de SVOD adaptera également King Kong en série animée qui s'inscrira cette fois-ci dans la lignée, souvenez-vous, de Skull Island, ce film sorti en 2017. Jean-Pierre, vous avez lancé votre plateforme qui a été dédiée aux richesses régionales, JPP TV, on va en parler. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cette
incroyable expansion des plateformes, Netflix, Amazon, Disney+, Salto, maintenant la française qui est arrivée. JPP-TV. Absolument, et JPP-TV. Est-ce que pour vous, à terme, c'est un vrai danger pour la télévision? Non, c'est pas un Comment danger. la télévision, vous regardez Il y a 30 ans qu'on dit que plein de choses sont des dangers pour la télé. La naissance d'Internet était un danger pour la télé il y a 30 ans. La télé reste puissante. Les journaux télévisés, je regardais encore les audiences de mes camarades de TF1, Gilles et Marie-Sophie hier. Les audiences sont faramineuses dans les journaux télévisés. Ça pour combien de temps? Parce que les jeunes sont beaucoup sur ces plateformes maintenant. Oui, mais ils sont aussi beaucoup sur les journaux. La preuve, et ils vous regardent votre aussi. Sondage C'est vrai. de l'an dernier. Non, les jeunes restent attachés à la télé parce qu'il y a des moments à la télé où on se retrouve en famille autour des journaux télévisés, notamment à travers fédérateur, pour tout le monde. C'est vrai sur TF1, c'est vrai sur la 2, c'est vrai sur la 6. Donc les journaux télévisés restent des moments forts. Il y a des séries comme celle d'hier soir, encore 5 millions de téléspectateurs, c'est pas mal. Il y a des soirées à 5-6 millions. Mais à côté de ça, on a envie de regarder ce qu'on veut quand on veut. Moi, mon univers, c'était les régions pendant 30 ans et on a créé cette JPP-TV qui est une banque d'images extraordinaire sur les richesses du patrimoine de la France. Ça peut intéresser les Français qui découvrent les régions ou qui les redécouvrent, les expatriés qui retrouvent dans la JPP-TV sur Internet, partout dans le monde, ils ont Internet, ils peuvent regarder ça, les expatriés. Ils ont les régions françaises, ça sent le fromage, ça sent la brebis, ça sent la région, ça sent le pinard, ça sent tout ça. Donc pour vous, c'est complémentaire, c'est pas concurrentiel de la télé, ces plateformes-là, que ce soit la vôtre, Netflix non, ou d'autres. on va se plonger à un moment sur une envie qu'on a. Sur quelque chose sur Netflix parce qu'on a envie de voir quelque chose. Ça n'empêche pas de regarder les grandes séries sur TF1 ou sur les autres chaînes. Et de fédérer toute la famille. Damien, c'est terminé pour aujourd'hui? C'est terminé, Nicolas. Alors d'autres news médias dès demain, bien sûr. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz. Et toutes vos questions, nous sommes en direct avec Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, face à vous, évidemment, chers internautes. On attend toutes vos questions. Damien a sorti son magnifique iPad. Il est prêt à recueillir vos questions. On va parler, évidemment, d'abord de Jean-Pierre et vous, le nom de l'émission que vous présentez sur LCI. Oui. Chaque samedi à 13h45, c'est un programme dans lequel vous donnez la parole aux Français, en quelque sorte. Est-ce que c'est un petit peu la déclinaison magazine du JT que vous faisiez encore il y a moins de 2 mois? Est-ce que vous pouvez nous pitcher un peu, nous raconter cette émission? Qu'est-ce qu'on y trouve? On a travaillé là-dessus avec Thierry Tuillier et Fabien Namias, le patron du LCI. En fait, pour essayer de trouver une émission d'information qui me ressemble sur LCI. La chaîne d'info du groupe TF1, dont j'ai contribué à la création d'ailleurs quand j'étais administrateur de TF1 il y a presque 30 ans. 94, c'est ça. Et c'est se dire, voilà, Jean-Pierre, il est présentateur d'un journal télé. Quelle est la particularité du 13h? Faire parler les gens. Eh bien, faisons parler les gens d'actualité. Donc, le but du jeu, dans LCI, c'est la seule émission, à ma connaissance, sur LCI, où on fait parler les Français de l'actualité. Dans les autres émissions, dans les autres débats de la chaîne, on fait parler des spécialistes, on fait parler des journalistes, on fait parler en ce moment des médecins, des politiques, etc. Moi, je fais parler des Français. Si on parle des restaurants, c'est avec des restaurateurs. Si on parle des personnes âgées, c'est avec des retraités. Si on parle des mères de famille, c'est avec elles. Donc, parler de l'actualité, commenter l'actualité toutes les semaines, dans les régions, avec nos correspondants en région, et avec des Français toutes les semaines. Alors, évidemment, il y a toujours eu cette proximité-là. Comment vous l'entretenez? Comment vous choisissez les gens? Est-ce qu'il y a des dizaines de candidatures de gens qui veulent venir vous voir? Non, il n'y a pas de et candidature. discuter avec vous, Jean-Pierre? Pour ça, je travaille là-dessus avec les correspondants de TF1 dans les régions. On a 19 bureaux. Donc, c'est eux qui vous trouvent C'est eux qui connaissent bien, parce qu'ils rencontrent énormément de gens dans les reportages, notamment du 13h, mais aussi du 20h maintenant. Donc, en rencontrant les gens, on sait qu'un restaurateur est quelqu'un de bien, qui va bien parler de ses problèmes. On sait que telle mère de famille qu'on a vu dans un reportage est quelqu'un qui n'est pas excessif, qui va raconter sa vie, qui va raconter comment elle vit les choses. Alors voilà, on a le vécu de l'actualité sur LCI de 13h45 à 15h tous les samedis. Alors, vous aviez été un des premiers à le faire avec le 13h. Et sur TF1, à part évidemment votre JT, contrairement à France Télévisions, il n'y a pas de grands magazines qui sont liés au patrimoine, aux richesses, comme on peut le voir dans Échappée belle, Les Racines et des ailes, Secret d'histoire. Est-ce que pour TF1, c'est vraiment, il n'y a que vous qui faites ça, le patrimoine, la richesse, ou est-ce que c'est plus compliqué pour TF1 de mettre ça sur des prime time ou... Ben, je ne sais pas, moi j'ai toujours regretté que L'amour est dans le pré ne soit pas sur TF1, c'est une émission que j'adore, et en plus j'adore Karine, mais c'est vrai que c'est une émission qui aurait dû être sur TF1 dès le début. J'ai toujours regretté ça, mais c'est vrai que TF1 est parti... Parce que ça s'adresse à votre public, au public. Oui, tout à fait, c'est une émission populaire, ça s'adresse à tout le monde, hein, L'amour est dans le pré. Mais donc je regrette qu'il n'y ait pas ce genre d'émission, les émissions de Berne, elles sont très bien aussi, Les Secrets mais je ne regrette pas que
que ce ne soit pas sur TF1, parce qu'à 13h, on avait cette spécificité. On a Effectivement, toujours, ouais. et Marie-Sophie est très attachée à garder ça aussi, les magazines, la partie magazine du journal de 13h, qui est très forte. Et tous ces magazines, on en a tourné 15 000 magazines en 30 ans. C'est ceux-là qu'on retrouve sur la JPP TV. Là, il y en a déjà 2000 ou 2500 à voir. L'objectif, c'est de rediffuser tout, de remettre à disposition ces images extraordinaires de la richesse du patrimoine français. Est-ce qu'à un moment, au moment de votre départ, qui avait été annoncé effectivement quelques mois avant, France Télé n'a pas tenté de venir vous faire un peu du pied, Jean-Pierre, pour vous recruter? France 3, après tout, c'est la chaîne des régions. Ils auraient pu vous faire venir. Personne. Non, puis vous n'avez jamais eu une proposition, vous a pas appelé en disant. J'ai eu des propositions il y a longtemps de Canal+, quand Canal+ s'est créé, mais ils n'avaient pas de sous pour me payer. Ils voulaient me payer avec des stock options, et moi je suis un terrien. Ouais. Stock option, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, je reste avec mon salaire minimum à TF1. J'ai fait une connerie, enfin bon, bref. Vous auriez pu prendre pas plus vraiment, avec. parce que je suis resté sur TF1 toujours. Ben oui. Et puis j'avais eu une proposition sur la 5 au moment où elle s'est créée, quand Patrice Duhamel a pris la direction de l'information de la 5 qui se créait. Ouais. Et j'ai failli y aller. Au dernier moment, il y a eu des accords avec TF1 pour ne pas débaucher les gens de TF1. Et je ne regrette pas, parce que les malheureux, ça n'a pas duré longtemps. Ouais, mais donc non, Et France 3, non, pourtant c'est bizarre que. Mais non, je vous n'avez même pas essayé. moi. Quoi. Je suis TF1 depuis 46 ans. Là, je vais entamer la 47e année. Je viens d'entamer la 47e année. Tout va bien. Damien. Nous sommes en direct sur la page Ouais. Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions, hein, bien sûr, à Jean-Pierre. Alors, il y a Humbert qui est avec nous. Je suis Marie-Sophie Lacaro. Je suis contente de voir qu'elle garde le même style de journal que nous avions avec vous. Jean-Pierre, encore merci à vous. Voilà, ça, c'est un message de sympathie. Elle s'appelle Roselyne. Voilà, Humbert, c'était son prénom, c'était son nom de famille. Et on va prendre une question de Chris qui souhaite savoir, dans 50 ans, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de Jean-Pierre Pernaut? Oh là là. Il a amené les médias nationaux à s'intéresser aux régions. Point. C'est tout. Ouais. D'accord. Ben, avant Ouais. mon arrivée, personne n'en a jamais parlé. C'est vrai. Sauf le seul moment où les médias français allaient dans les régions, c'était pendant le festival de Cannes, Ouais. Ah, c'est ça. quand les Parisiens allaient là-bas. Mais non. Non, c'est tout. C'est de s'intéresser aux régions, s'intéresser à la vie des Français. J'ai contribué à la création, au développement d'un réseau de correspondants en région. On m'a traité vraiment de fou. Ce que je raconte encore dans mon livre, Ouais. on m'a traité de fou. On dit, mais attends, les régions, ça intéresse qui? Ben, ça intéresse tous les Français. Ouais. Donc on fait un journal pour les Français. Et c'est en mettant en place ce réseau de correspondants, je voudrais qu'on retienne que ça. Est-ce que vous trouvez que l'information aujourd'hui est encore un peu trop parisiano-centrée? Ça dépend des moments. Elle l'est de moins en moins parce que là, maintenant, les autres médias n'ont pas pu faire autrement que de Bah, ils suivre, ont vu votre succès. que de suivre le 13h. Quoi. Donc, non, maintenant, on s'intéresse, bien évidemment, on s'intéresse à le mot proximité est devenu à la mode, surtout depuis les Gilets jaunes. Ça m'a fait rigoler parce qu'avant, on me démolissait et maintenant, on dit, ah tiens, Pernaut a été un précurseur. Bon. Alors justement, grâce à votre connaissance de la région, vous êtes devenu un peu une espèce de baromètre, de thermomètre du pays. Comment le pays aujourd'hui, vous le sentez dans cette période Je le sens de pas bien. Covid-19? Je le sens pas bien. C'est compliqué, hein? Oh, je le sens pas bien, mais il n'est pas bien depuis un moment déjà. Quand on s'est au moment des Gilets jaunes, on s'est aperçu qu'il y avait cette fracture territoriale que ne sentaient pas les Parisiens, mais que subissaient tous les gens dans les régions. Je pense que Paris s'est aperçu qu'il y avait quelque chose d'autre au-delà du périphérique à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense que tout le monde subit ça, subit cette crise. Il n'y a plus de fracture territoriale dans les grandes villes, dans les petites villes. J'ai passé toute la semaine dernière en Alsace pour une autre de mes fonctions, puisque je vais participer à la réalisation de 4 ou 5 grands magazines dans la case des grands reportages de TF1 le dimanche après-midi. On a tourné le premier toute la semaine dernière en Alsace. C'est vrai que la vie des gens est triste. On a envie d'aller au resto, on a envie de boire un café, on a envie... Voilà, on est chacun chez soi, c'est métro, boulot, dodo. Bon, là-bas, il n'y a pas le métro, mais c'est triste, quoi. Voilà, on est là, masqué, on ne voit plus les sourires des gens. C'est aussi compliqué en province qu'à Paris. C'est aussi compliqué partout, donc il n'y a plus de fracture territoriale du tout, là. Au moins, ça, ce problème-là a été réglé pour l'instant. Moi, c'est pour toute la France, ouais. Quand vous présentiez le JT, que ce soit chez vous pendant le premier confinement ou ensuite sur les plateaux, vous avez pas poussé parfois quelques coups de gueule, hein, bien sentis sur notamment les mesures, ce qui était fait sur par rapport à la crise sanitaire. Ce n'est pas des coups de gueule, c'est des remarques de bon sens. Bien sûr. Ça aussi, j'en parle beaucoup dans mon livre. Qu'est-ce que je pense du politique? Oui, mais ça n'empêche pas de critiquer certaines mesures, évidemment. Non, c'est notre boulot, pas de critiquer. Vous êtes toujours remonté ou vous êtes... Non, je ne suis pas remonté, je constate. constate. Ouais. Notre boulot de journaliste, c'est de constater. Quand j'entends une porte-parole du gouvernement me dire « le masque ne sert à rien », mon travail de journaliste, c'est de dire « madame, c'est pas vrai ouais. ». C'est ce que j'ai fait. Face à Édouard Philippe, vous l'avez bien fait. Et Édouard Philippe, je lui ai dit aussi, Édouard Philippe qui l'a redit sur mon plateau le 13 mars. Ouais. Le masque ne sert à rien, monsieur Pernaut. Je dis si, c'est le béaba de la protection partout dans le monde. On ne peut pas être journaliste et ne pas
quand un homme politique dit quelque chose qui est faux, notre travail, c'est de lui dire. Donc moi, j'avais dit au moment où Sibeth, on lui avait dit, la pauvre, de dire ça. Bon, elle y est pour rien. Elle savait bien que le masque était utile, mais qu'il n'y en avait pas en stock. Ça aurait été si simple de dire qu'il n'y en avait pas en stock. Alors que Mme Buzyn avait dit quelques jours avant qu'on avait des dizaines de millions de masques. Et n'importe comment, c'était pas grave parce que l'épidémie n'arriverait pas en France. C'est aussi ça, le rôle d'un journaliste, et le vôtre aussi, c'est-à-dire oui. de dénoncer, de parler quand c'est faux, quand il y a quelque chose qui est... Je ne suis pas un dénonceur. J'aime pas le mot dénoncer. Non, mais de parler d'une fake news. J'aime pas le mot dénoncer, j'aime pas le mot coup de gueule, etc. Pendant le confinement... De relever une fausse information. Pendant le confinement, j'ai relevé des trucs insensés. C'était insensé. On voyait au journal de 20h des gendarmes mettre des PV à des personnes âgées qui se baladaient tout seuls sur une plage parce qu'ils n'avaient pas leur attestation à la main. Et moi, j'étais sorti la veille et j'avais vu des centaines de personnes dans les rues d'une ville à l'ouest de Paris qui faisaient leurs courses, qui étaient entassées dans les magasins, etc. Je me dis, c'est pas normal, il y a une incohérence quelque part. Ma petite fleuriste qui pleurait la veille du 1er mai parce que son magasin était fermé et le magasin Truffaut juste à côté était ouvert. Il y a des centaines de bagnoles et des centaines de gens dans le magasin. Ça s'appelle une incohérence. Et la troisième que j'avais soulevée, c'est l'interdiction de la vente des masques en pharmacie, alors qu'ils étaient autorisés ce jour-là chez les buralistes. Mon travail de journaliste, c'est de dire ça, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pas, je ne dénonce rien. Je ne voudrais pas être à la place du gouvernement, croyez-moi. Et les fausses informations, c'est quelque chose d'important sur lesquels lutter. Vous l'avez vu sans doute pendant le confinement. Tout circule et son contraire en même pas 24 heures. Comment on s'y retrouve là-dedans? Et est-ce qu'on n'hésite pas à relayer quand une information est fausse, de dire ça, c'est faux? Alors non, on fait très attention. À TF1, on a toujours fait très gaffe. De temps en temps, on a dû tomber dans des pièges sans doute, mais on fait très gaffe. Thierry Tullier a mis en place d'ailleurs une cellule qui lutte contre les fake news en permanence, comme dans beaucoup de médias maintenant. Mais c'est vrai qu'on fait très attention, bien évidemment. Il y a peu de fake news sur le Covid. Il y a surtout une crise épouvantable que tout le monde subit, une crise économique qui va être épouvantable derrière, encore plus que maintenant. Bon, on le sait, on suit, on essaie de donner des infos. Vous auriez pu faire comme CNN aux États-Unis ou MSNBC qui ont interrompu, vous vous souvenez, un discours de Donald Trump après l'élection où il disait « j'ai gagné, j'ai remporté tous les États » et ils l'ont coupé en direct parce en disant tout ce qu'il dit est faux, donc on ne va pas vous le montrer. Vous auriez pu faire ça? Je pense pas que, je ne sais pas. À l'époque, à ce jour-là, personne ne savait si c'était vrai ou faux. Puisqu'il y avait des recours. Oui. Donc, tant qu'il y a des recours, on attend de voir ce qui se passe. Non, ça s'appelle d'une censure que je trouve un peu lamentable, mais bon. Très bien. Nous sommes en direct toujours sur Facebook. Et alors des dizaines de fans, des centaines. Mais oui, on les compte plus. Laurent, Bénédicte, Jonathan, Corinne, Gwenelle, il y a beaucoup de monde sur la page Facebook de TV Mag. Et on va prendre une question de Sandrine qui aimerait savoir si vous avez reçu un message du président de la République lorsque vous avez lâché les rênes de votre JT. Oui. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit un petit truc personnel très sympathique. Très sympa? Oui. D'accord. Et vous SMS ou en message Non, vous l'avez au téléphone? Message téléphonique, ouais. Non, j'ai eu le président de la République, mais curieusement, je l'ai découvert. Je suis parti en vacances le lendemain de mon journal, à l'étranger, et j'avais plein de messages. Et puis 4 jours après, à la plage où j'étais, j'écoute mes messages d'un numéro inconnu, et il y avait un message très gentil du président. D'accord. Vous le connaissiez personnellement déjà avant ce message? J'avais fait une interview à Berduy en 2018. Dans une école? Dans une école où on avait fait connaissance ce jour-là. Et comme il est d'Amiens, moi je ne le connaissais pas. Ma famille le connaissait bien et connaissait bien son épouse notamment. Alors le 18 décembre dernier, évidemment, c'est une date que vous allez garder en mémoire. C'était la présentation de votre dernier JT, avant de passer le témoin à Marie-Sophie Lacaro. Je vous propose qu'on découvre une image qu'on n'a pas vue à l'antenne et qui est celle de votre visage au moment où le dernier générique retentit. Regardez. Quel beau générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça y est, c'est fait. C'était la dernière fois que je vous le disais. Journal un peu particulier, vous le savez, mon 7 millième déjeuner avec vous. Je ne sais rien de ce qui va se passer jusqu'à 14h15. Je sais qu'il y a un magazine de Michel Izard à partir de 14h15 à ne pas manquer. Mais mon équipe m'a préparé plein de surprises, je ne sais pas lesquelles. On regarde l'actualité d'abord, en commençant bien évidemment, on ne va pas changer aujourd'hui, par les prévisions météo. Si. Vous avez coupé le son. Je pensais qu'on avait tout diffusé là. Non, absolument. C'est ce moment, effectivement, quand on a pris l'antenne, c'était quel beau générique. Mais juste avant, on vous voit avec une émotion totalement palpable. Qu'est-ce que vous ressentez là, à ce moment-là? Comme à tous les journaux, un peu de concentration pour que les 10 minutes du journal que je connaissais, puisque j'avais droit à 10 minutes de journal, les 50 minutes qui suivaient, c'était une immense surprise pour moi.
Ils avaient tout préparé dans le plus grand secret avec mon ancienne rédactrice en chef Anne de Koudenov et Fabrice Decas, mon ancien rédacteur chef aussi, qui avait participé à la construction de ce journal avec les correspondants et une partie de mon équipe. Et donc c'était mystère. Donc il y a 10 minutes de journal, toujours un peu de concentration. Donc pendant un peu d'émotion, un peu d'inquiétude parce que vous ne savez pas? Non, pas d'inquiétude, c'est la concentration pendant tous les génériques en fait. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un projecteur qui va tomber? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une panne? Est-ce qu'il ne va pas se passer un événement grave? Puis quand même, c'était le dernier. Donc voilà, c'était le dernier. Alors, ça fait plus d'un mois évidemment que Marie-Sophie Lacaro vous remplace. Vous avez regardé, évidemment, Oui. vous regardez, j'imagine, régulièrement. Qu'avez-vous pensé de ses débuts? Ben, ses débuts. Alors, les 2 ou 3 premiers plateaux, elle était un petit peu tendue, on l'aurait été à moins quand même, Normal. parce qu'il y avait une telle attente. Et je la regarde toujours avec beaucoup de plaisir parce qu'elle est à l'aise. Elle est à l'aise dans ce journal basé sur les régions. Elle-même, elle le dit, originaire de Villefranche-de-Rouergue. Et je suis content de revoir ces images parce que j'avais tenu à ce qu'elle soit là pour mon dernier journal, vraiment pour lui passer le flambeau. C'est elle qui a dit au revoir. Quand à l'au revoir du journal, j'étais plus chez moi, elle était chez elle. Et quand je l'ai je la regarde avec beaucoup de plaisir toujours. Puis je retrouve, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous mes copains à l'antenne, tous les correspondants qui sont toujours là, les journalistes, la solidité des magazines qui est solide, tous ces magazines qui sont diffusés maintenant, qui sont préparés depuis 2 ou 3 mois, il y a 2 ou 3 mois d'avance. Donc c'est de la continuité avec sa personnalité, avec des petites rubriques qu'elle va créer, comme moi j'en ai créé pratiquement tous les ans. Et alors surtout 5,8 millions de téléspectateurs, Oui. 42% de part d'audience, qui est même un score en très légère progression sur un an. C'est incroyable, en fait, ça ne bouge pas. Mais en quasiment. forte progression, Ouais, parce ouais. que je vous rappelle qu'en janvier dernier, il n'y avait pas de Covid. Je pense qu'en mars, les audiences vont peut-être être un peu plus faibles que pendant le confinement. Ça dépend tellement de l'extérieur, les audiences. Bien sûr. Mais elles sont belles, elles sont bonnes. Vous doutiez pas que les audiences restaient Ah, même il y avait- avec Marie-Sophie Mais non, ou vous? Ouais. le produit 13 heures, pardon pour ce mot, les journalistes n'aiment pas ça, mais c'est un travail de construction qui a duré 30 ans, construction d'un réseau de correspondants, d'une proximité avec les Français, d'un regard sur l'actualité d'abord, toujours, mais un regard régional, un regard lié à la vie quotidienne des gens. Et ça, c'est solide et ça le restera un moment. Damien. Allez, on va prendre une première remarque avant de poser la question d'Emilien. Une remarque de Maurice. Si Notre-Dame d'Amiens est la plus belle cathédrale du monde, maintenant que vous avez plus de temps, venez visiter Notre-Dame de Reims. C'est la plus belle cathédrale de France. C'est gentil. Alors en attendant, j'ai visité la cathédrale de Strasbourg. Je vais monter en haut de la cathédrale de Strasbourg avec des tailleurs de pierre exceptionnels la semaine dernière pour mon magazine sur l'Alsace. Mais Reims, j'irai bientôt. Et vous allez bientôt. Je vous conseille, effectivement. La cathédrale est magnifique. Et on va prendre une question d'Emilien qui note qu'on connaît absolument tout de votre vie parce que voilà, on a vu beaucoup de documentaires sur vous, etc. Qu'est-ce que vous allez raconter de plus dans votre livre? Je raconte un peu les coulisses de ce que j'avais je raconte ce que j'ai eu dans le cœur pour les derniers mois surtout. Oui. Bon, je reviens. Il est Édition Michel. la photo de couverture, je l'ai choisie. Voilà, je dis salut aux gens. On l'a dit. C'est un salut, quoi. C'est un salut amical. J'arrête à 13h, mais je continue ailleurs. Je raconte les coulisses, ce que j'ai ressenti à la fin, notamment le 18 décembre, ce que j'avais dans les tripes, dans le cœur. Et puis, je raconte quelques petites choses, justement, sur mes coups de gueule, sur ce que je pense de la bien-pensance, du politiquement correct, etc., qui me gonfle depuis des années. Donc, autant le dire. Là, j'avais l'occasion de le dire. Vous avez raison. Et c'est pas une biographie, Jean-Pierre. Un peu quand livre, même, il y a parce un que peu, je reviens, une partie. j'explique pour savoir ce D'où que je vous suis venez, votre aujourd'hui. chemin. Voilà, j'ai coutume dans le journal de rediffuser régulièrement un monsieur qui avait rencontré un caméraman extraordinaire de TF1 qui s'appelait Alain Darchis. Ce monsieur s'appelait monsieur Boudon, paysan, auvergnat, qui se retourne vers la caméra et dit « Tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu ». Eh ben moi, je ne suis pas perdu du tout. Je sais d'où je viens, je sais où je vais. Ça, on verra bien, je ne vais pas bien loin. Mais voilà, je sais d'où je viens, de mon petit village de Picardie, de l'envie de travailler au Courrier Picard, et puis les hasards qui ont fait que je me suis retrouvé à la télé régionale, puis à France Inter, puis à une télé nationale, puis à la création de TF1 le 6 janvier 1975, puis les hasards qui ont fait que, voilà, et le 13h, et cette formidable aventure du 13h qui a duré si longtemps. Et qu'on retrouvera évidemment dans celui qui sortira la semaine prochaine. Ouais. Dans toutes les librairies, vous pouvez le commander aussi. N'hésitez pas. Un petit mot avant qu'on se quitte sur la JPP TV, évidemment. On en a parlé un petit peu, cette plateforme que vous avez lancée. Nos internautes veulent s'y connecter là, après vous avoir vu au Buzz TV. Qu'est-ce qu'ils vont trouver dessus s'ils ont envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur JPP Alors d'abord, TV. on va sur Internet, www.jpptv.fr. Si on est déjà inscrit à MyTF1, on utilise son identifiant et son C'est la mot de même, passe de c'est MyTF1. connecté. Sinon, on s'en crée un nouveau. Et puis C'est là-dessus, gratuit, hein, on le rappelle. C'est gratuit et on donne simplement son adresse mail. Ça permet de temps en temps d'envoyer toutes les semaines, on envoie une newsletter avec quelques-unes des nouveautés qu'on met en ligne. Et puis on enrichit ce site avec
on peut aller voir tous les reportages magazines qui ont été tournés sur telle ou telle région. Il y a un classement par région, classement par thème, la gastronomie, les vieux métiers, les Avec monuments. les archives même de ce Ce que vous sont avez des fait archives, depuis- ouais, ce sont d'accord. des archives et il s'enrichit de jour en jour avec ce que continue à diffuser TF1, les magazines de Marie-Sophie cette semaine, les magazines découvertes du 20h, les Zooms du week-end, tout ce qui fait la richesse des régions traité aujourd'hui dans les journaux télévisés, et puis on enrichit avec nos archives. Et le but du jeu, c'est d'arriver à mettre nos 15 000 reportages. Et voilà, donc on les met en ligne. Au fur et à mesure, il y en a déjà, oui, presque 2000. Voilà, tout ça. Puis de temps en temps, un petit blog de moi où je dis... Voilà, un petit côté éditorial aussi que Oui. vous avez sur votre... Là, il y a quelques jours, par exemple, je m'étais amusé de la loi votée au Sénat sur la protection des bruits et des odeurs de la campagne. C'est quand même un con qu'on soit obligé de prendre une loi pour protéger le cri du coq. Enfin, on est quand même dans un monde bizarre. Damien, une dernière question et après on quitte ce Allez, monde bon. bizarre pour la rubrique de fin. Je vous propose qu'on termine par un commentaire, tout simplement en quelques mots. Pedro, JPP, t'es le best. Voilà, tout simplement. Il y en a des dizaines. Il y en a des Merci, dizaines Pedro. comme ça, voilà. Des dizaines. Merci Pedro. On passe tout de suite à notre rubrique de fin, le sucré salé. Sucré salé, c'est une rubrique de fin, Jean-Pierre. Je vais vous faire deux propositions. Et il va falloir trancher. C'est souvent difficile, mais c'est là qu'on reconnaît effectivement les hommes qui savent décider et trancher. Marie-Sophie Lacaro ou Dominique Lagroux-Sampère, si vous deviez choisir. Joker, j'adore les deux. J'adore les deux. Ça Dominique commence a bien. été ma complice pendant des années sur les opérations spéciales, qu'elle va continuer, j'espère, avec Marie-Sophie. Elles s'entendent très bien. Voilà, tout va. Voilà, non. Pour le 13h, Marie-Sophie, bien sûr. Bon, d'accord. Et pour les spéciales, Dominique. Alors on essaie une autre. Anne-Sophie Lapix ou Laurent Delahousse. Deux types de JT très différents de 20h. Alors, Delahousse et Damien, Ouais. mais j'adore Anne-Sophie quand même. Dur de faire Non, ils sont Alors, sympas tous les deux, et tous les deux m'ont envoyé des petits messages très gentils quand j'ai arrêté. Julien Bugier ou Thomas Soto. Alors Julien Bugier, c'est votre nouveau concurrent sur France 2, on le rappelle. Je ne les connais pas suffisamment pour pouvoir choisir entre les deux. Vous avez regardé un peu le JT de France Non, 2? non. Non. Faut comme Ah ça, non, pour savoir. Ah non, je regarde Marie-Sophie. Il y a le replay qui existe. Oui. En reportage, plutôt Bernard de la Villardière ou Élise Lucet. Bernard de la Villardière. Ouais. Son ton qui vous plaît. C'est le ton, il y a des enquêtes qui ne me plaisent pas, mais je préfère Bernard de la Villardière. Élise Lucet, j'ai jamais aimé cette manière de rentrer dedans comme ça pour faire des interviews de force. Côté j'aime procureur un peu. Ouais, j'aime c'est pas. Ça, Ouais, non, non. ça vous plaît moins. La région ou Paris. pas. La Réunion ou Paris La région, les régions ou Paris. Les régions. Les régions. Ouais. Ça, c'est un oui facile. TF1 ou LCI. LCI, c'est TF1, c'est pareil. Elle est bonne. Non. Non, c'est bien. J'ai été accueilli merveilleusement bien par l'équipe de Fabien Amias à LCI, Ouais. où j'essaie de me faire ma petite place. Je suis un débutant là-bas. Votre nouvelle famille, votre petit nid. Eh bien, c'est sur LCI, évidemment, chers internautes, que vous pouvez retrouver ce jeune débutant qui a commencé le métier il n'y a pas très longtemps avec une toute nouvelle émission Jean-Pierre et vous. C'est chaque samedi à 13h45. Et on sera au Pays Basque Sur samedi LCI. prochain. On parlera c'est notamment des vacances, comment on démarre-t-elle, comment on garde les enfants pendant les vacances alors qu'on ne peut rien faire. Et puis on parlera aussi du monde agricole. On en parle moins en ce moment, mais le monde agricole, comment a-t-il vécu tous les changements dans les modes de consommation depuis un an? Est-ce qu'on va toujours chez le petit producteur ou est-ce qu'on est reparti au supermarché? On va essayer de voir avec des agriculteurs ce qu'ils en pensent. Le samedi 13h45 sur LCI. Et on n'oublie pas JPP TV, c'est accessible en ligne. Vous Oui. allez vous inscrire et on peut retrouver évidemment tous vos reportages, vos éditos. Merci Jean-Pierre. Et mon livre. Merci. Et votre livre la votre semaine livre. prochaine. Ah oui. Ouais. La semaine prochaine, Ah ouais. édition Michel Lafont. Ouais. On ne rattrape pas ça. Merci. Damien, le Buzz TV revient demain. Eh ben, on se À retrouve 10h. demain avec un acteur. Cette fois-ci, un acteur qui va officier sur France 2 dans la peau de Voltaire. Rien que ça. Il s'appelle Thomas Oliveres. Ça ne vous dit peut-être rien, mais il a incarné Spirou et Fantasio Absolument. dans Intouchable Ce sera les également. aventures de Voltaire, ouais. en Exactement. fiction sur C'est France. incroyable. Il faut que vous soyez là demain pour lui poser toutes Ce les sera à 10h évidemment pour un Ouais. nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous.